sans plus attendre, je me lance et comme tu évoquais des projets numériques, les 3 grosses familles de projets, je vais les évoquer tout de suite. Et en introduction, je dirais juste, puisque je parle en plus la dernière, que mes 3 projets en question m'ont permis déjà de sentir une quantité de problèmes qui ont été évoqués aujourd'hui. Le problème de la simplification des choses, dont parlait Christophe au début. Le problème des biais, dont parlait Leonardo, en les appelant bias, mais tout le monde avait compris. Le problème des corpus d'entraînement dont a parlé Nicolas, le problème de la représentation des petits métiers du théâtre évoqué par Clarisse, le problème de la nécessité d'apprendre à se parler, à se comprendre entre domaines différents, évoqué à l'instant par Michael, et juste avant moi, le problème de la contextualisation nécessaire des données évoquées par Marine. Alors, on dirait à propos de conclusion de colloque, mais non, c'est pas ça, c'est que tout me parlait, tout faisait sens, et je me disais, on voit vraiment tous ces moments un peu nécessaires et parfois difficiles, complexes, qui se sont dressés dans tous les projets d'humanité numérique. Alors moi, je voudrais juste, puisque on parle d'humanité numérique, essayer de retracer non seulement ce qui m'est arrivé, mais peut-être qu'est-ce qui fait humanité dans les humanités numériques. Parce qu'on finit par penser que ça existe comme une boîte fermée. Il y a beaucoup d'humains là-dedans, et c'est pas réservé aux littéraires, évidemment. Et comme le sujet de la journée, c'était au-delà des données, eh bien moi je dirais que par-delà le bien et le mal, je vais parler de mes rêves. Et c'est parti. Alors mon objet d'étude, c'est le théâtre du XVIIIe siècle hors de la comédie française, à l'exception de... et c'est-à-dire les théâtres qu'on appelle de la foire à Paris, foire Saint-Germain, foire Saint-Laurent, l'opéra comique, les marionnettes, les pantomimes, les écriteaux, etc. Et la comédie italienne. Pourquoi ces 2 familles? Parce que, je le rappelle rapidement, mais il y a des étudiants d'histoire ici. Ah ben alors, j'ai honte. Vous pouvez lever le doigt, les étudiants d'histoire. Donc, venez prendre ma place. Je rappelle très rapidement que c'est Louis XIV qui a décidé la création de l'opéra, qui s'appelait Académie royale de musique, et c'est lui aussi qui a décidé de la création de la comédie française. Vous vous rendez compte que ces 2 théâtres ou lieux de spectacle existent toujours aujourd'hui. Ils avaient un privilège, une sorte de monopole, tandis que ce qui m'intéresse, c'est ceux qui n'avaient pas de privilège. La comédie italienne, à Paris, qui jouait en français au XVIIIe siècle, mais les acteurs au départ étaient des Italiens, et les théâtres de la foire, dans ces grandes foires saisonnières, c'était les premiers, on pourrait dire, les intermittents du spectacle, institutionnalisés presque. Bon. Et j'aimerais bien voir si ça marche, mais je voudrais vous prendre 52 secondes de théâtre à propos des théâtres de la foire et de tous les procès qu'ils ont eus. Mais c'est là que je ne sais pas si ça va fonctionner. Ou je vous appelle au secours. C'est l'ordre de la comédie française. Il n'y aura plus désormais qu'un seul théâtre où l'on parlera. Je suis un beau soldat que fait trembler la foire. Qu'au pays à Paris, au bonheur des poires. Ça, c'est pour la comédie. Plus on rit à table, plus on est de fou. Plus la pub c'est Madame Marie, il faut des chats. Alors Madame Marie, il faut des chats. Quand le défunt est trépassé, On ne gêne pas assez. Oui, mais les pleurs ont effacé. la joie confine, la gaieté importune, la veuve va bien éviter son mari est condamné. La veuve va bien éviter son mari est condamné. Commencez à comprendre. Il s'agissait d'un teaser, comme on dit en français, pour un spectacle dans lequel j'ai eu la chance d'être conseillère théâtrale à la commande de l'Opéra Comique de Paris qui racontait en fait la naissance de l'opéra comique dans les milieux de théâtre de la foire. Et là, vous voyez un peu toutes les formes dont nous reparlerons. Alors, parlons de rêve. Ben, mon rêve, en fait, ce serait de relier toutes les données de la représentation. Je ne vais pas énumérer, mais texte, musique, acteurs, danseurs, musiciens, ça c'est bien connu. Mais toutes ces autres informations, et il y en a beaucoup, j'en ai mis en vrac là-dessus, mais toutes les autres informations qui touchent l'histoire des spectacles et l'histoire de la représentation.
jusqu'à des domaines qui aujourd'hui commencent à apparaître dans le champ de la recherche, comme le dernier mot que j'ai mis, les odeurs, les smell studies, reconstituer ce que sentait un théâtre. Et bon, c'est un rêve, c'est un fantasme. Ce n'est pas forcément un voyage dans le temps, mais c'est une façon de dire que le théâtre, ce n'est pas simplement lire du texte, on le sait déjà, mais enrichir le plus possible ce monde-là et faire beaucoup de correspondances. Voilà mon rêve. Les théâtres dont j'ai parlé, ils sont situés ici, à Paris, au XVIIIe siècle. La Comédie Française n'est pas où elle est aujourd'hui, et où elle est aujourd'hui, c'était l'opéra, justement au Palais Royal. Puis vous voyez la Comédie Italienne, et au sud et au nord, les deux foires, Foire Saint-Germain l'hiver, Foire Saint-Laurent l'été. La Comédie Italienne, contrairement au cliché, ça n'est pas du tout des tréteaux avec deux personnages de Commedia dell'arte, et c'est un grand théâtre qui est aussi grand que celui de la Comédie Française. Et regardez, quand il est rempli, il pouvait contenir jusqu'à 1500 spectateurs, bien serrés, hors période Covid. Quant à la foire, la foire Saint-Germain, c'était une immense construction, une double charpente, paraît-il la plus grande d'Europe. Et même si c'est pas historique, on enlève le toit et on voit que dessous, il y avait 300 petites loges, des marchands qui étaient là. Et dans chaque foire, il y avait au moins 3 ou 4 spectacles qui pouvaient être exactement dedans, enfin théâtre ou autour. Cette foire a brûlé en 1762, elle a été reconstruite dès l'année suivante, et c'est ça qu'on évoque quand on dit le théâtre de la foire. C'est pas les petites foires de campagne, c'est cet endroit-là, puis au nord il y avait la foire Saint-Laurent, l'été, c'est ça les théâtres de la foire. Il nous reste beaucoup de textes, notamment au départ parce que Le Sage et Dorneval ont eu l'idée de recueillir ceux qu'ils croyaient être ou qu'ils disaient être les meilleures pièces jouées sur les théâtres de la foire. Donc nous avons des textes, nous avons de l'iconographie, ici une petite tabatière qui représente l'intérieur de la foire Saint-Germain et qui représente 3 théâtres différents. C'est un peu le Festival Off d'Avignon, 3 théâtres côte à côte et un beau monde au premier plan avec des gens de toutes catégories sociales pour bien illustrer la variété des publics. Alors, j'ai travaillé avec Paul François qui a reconstitué tous les endroits autour de la foire où on pouvait jouer, en plus dans la foire du théâtre. Donc même le mot théâtre de la foire ne désigne pas un bâtiment, mais plusieurs bâtiments selon les années tout autour. Et puis pour les littéraires, mais je dirais même pour tout le monde, le plus intéressant, c'est la guerre des théâtres, puisque la Comédie Française était très jalouse. Et entre 1700 et en gros 1700, enfin, je ne sais pas quand ça s'est arrêté, mais toute la première moitié du siècle, elle a passé son temps à essayer d'interdire aux forains de jouer pour essayer de récupérer du public. Et les forains, à chaque fois, ont inventé des solutions géniales. Donc, j'ai pas mis les dates, il fallait aller vite, mais à gauche, ce qui est interdit, donc les années où la comédie est interdite, ils jouent des scènes détachées, mais le dernier acte, la dernière scène relie tout. Quand ils n'ont pas droit au dialogue, ils jouent des scènes dites en monologue, mais à 10 acteurs parce que les gens sont cachés dans la coulisse et crient à partir de la coulisse, ou bien ils sont revêtus d'un habit blanc, donc ils disent qu'ils sont des fantômes et pas des acteurs. Vers 1717, il y a beaucoup de perroquets dans les pièces, alors ne vous étonnez pas, c'est parce que ce sont des acteurs déguisés en perroquets, mais on dit à la police, c'est pas un acteur, c'est un perroquet. Donc, vous voyez, cette grande contournement très astucieux des interdictions pour jouer quand même. Et on parle en jargon, on fait de la pantomime. Quand il n'y a plus le droit de chanter, quand il n'y a plus le droit de parler, que disent-ils? On va chanter. À ce moment-là, l'opéra arrive en disant, mais non, c'est nous qui avons le monopole du chant. Donc, si vous voulez chanter, eh bien, payez-nous une redevance. Or, plusieurs des théâtres n'ont pas l'argent pour payer la redevance à l'opéra et avoir droit à 6 chanteurs, 6 musiciens, 6 danseurs. Donc ces théâtres-là inventent en 1710, ils inventent quoi? De faire chanter le public à partir d'écriteaux qu'on leur montrait sur des airs connus. Vous l'avez vu un tout petit peu dans le teaser, à un moment donné, on voit une grande pancarte qui descend. Ben, c'est ni plus ni moins que le karaoké. On vous montre les paroles, vous connaissez l'air et vous chantez. Et ça marche très bien. Et au lieu de faire fermer la foire, au contraire, ça l'a fait se développer. Et ceux qui pouvaient payer ont développé ce genre de spectacle qui était au début chanté que sur des airs populaires, l'opéra comique. Aujourd'hui, ça existe toujours. Et c'est issu de
de ça. 1722, drame, on interdit les acteurs sur la scène. Et là, on ne les crée pas, mais on développe les pièces pour marionnettes très bien écrites, avec des très bons chanteurs cachés derrière le rideau. Et vous voyez pourquoi c'est très intéressant, cette guerre des théâtres, qui en quelque sorte a longtemps échappé, je dirais, au manuel scolaire, mais même tout bêtement à l'historiographie du théâtre, parce que, c'est populaire, c'est la foire, mais on n'a pas de traces. Or, il y en a beaucoup. Des centaines de pièces subsistent. Je vous montre des manuscrits. Et ces textes, vous comprendrez bien pourquoi. Eh bien, ils sont en partie chantés, puisqu'on mêlait des couplets populaires et puis des phrases en prose. Et donc, la question qui se pose dans les projets, enfin, ce qui s'est posé à moi, c'était de dire comment on pourrait faire, puisqu'aujourd'hui, on ne connaît plus ces airs, à part Frère Jacques et J'ai du bon tabac, parce qu'on lisait sur l'air de Frère Jacques, et puis on chantait. Comment faire? C'est pour ça que en 1700, oui, je suis très très vieille. En 2007, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir cliquer sur un bouton et entendre la musique au moment où on lit la pièce. Et c'était comme ça que j'ai commencé ce dont parlait Christophe, ses premiers projets. Parce que disaient les éditeurs? On va mettre un disque dans votre livre. Comme si on allait écouter le disque toutes les 3 secondes ou 10 secondes pour aller chercher l'air. Bon. Donc j'avais un peu cette idée-là. Et je vous montre aussi, parce que c'est plaisant d'avoir des étudiants dans la salle, ça c'est l'an dernier où j'emmène un groupe d'étudiants de Nantes à Paris, à la BHVP. Le contact avec les archives est irremplaçable. Ce n'est pas de voir une photo numérisée qui les émeut, c'est vraiment de tourner ces pages et qui donne envie de développer les choses. Alors, pour redonner vie à ce patrimoine théâtral, j'ai eu la chance d'obtenir 2 programmes ANR. Le premier portait sur les parodies d'opéra, donc des pièces très drôles qui racontent la même histoire que l'opéra, sauf que tout est dégradé. Et c'était très à la mode. On parodie pas la musique, mais l'histoire. C'était très à la mode au XVIIIe siècle, et le projet était de les retrouver tous. Et finalement, on en a identifié 262. On n'avait pas les textes pour tous, mais on les a bien localisés. Ça, c'était parodie d'opéra. Et puis le deuxième, c'était après essayer d'étudier comment se construit une représentation, qu'est-ce qui se passe avant, autour, après la réévaluation des spectacles forains. Bien sûr, on commence par faire des livres, comme tout le temps. On peut faire des livres. Mais vous voyez, produire des livres comme ceux que je vous montre, là, que nous avons produits, ou celui le plus récent que j'ai pu faire d'anthologie de textes de marionnettes, c'est du papier. Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Donc c'est évident qu'il y a d'autres solutions que le livre et le texte. Enfin, il faut les trouver pour donner de l'épaisseur à ces spectacles. C'est comme ça que, sans le savoir, je suis entrée dans les humanités numériques. Avec ce premier projet qui s'appelait Théaville. Il y en a 3. Hein. Le premier projet, Théaville, qui voulait dire théâtre et vaudeville. Vaudeville, c'est les couplets chantés. Comme J'ai du bon tabac, donc vous comprenez, un vaudeville, on prend un air qui existe, j'ai nana, et puis on met des autres paroles dessus, c'est tout simple. Donc ce premier projet, c'est une base de données aujourd'hui comportant 260 pièces de théâtre, les fameuses parodies, et 2000 partitions et fichiers son des musiques qu'il y avait dedans. Voilà l'adresse, théaville.org, et ça permet de lire une pièce, sur écran bien sûr, et quand on clique sur l'air d'eux, on l'entend. Alors voilà à quoi ressemble la page d'accueil du site. Regardez au milieu, on a un onglet pièces et un onglet vaudeville. Si on va dans l'onglet vaudeville, on dit « Ah oui, je voudrais trouver l'air... je vois air Monsieur le Prévôt des Marchands », on commence, et puis on nous en propose plusieurs, et on va retrouver très rapidement cet air. Mais on va trouver plus que l'air, on va pouvoir cliquer et l'entendre, on va pouvoir voir comment la musique a été saisie sur les lipandes, on va pouvoir exporter le PDF, on va pouvoir aller sur Gallica ou sur Google Books pour voir notre source, et en dessous, on va trouver toutes les variantes de l'air qu'on connaît dans notre base, et encore en dessous, cette grande règle, c'est la fréquence d'utilisation de cet air dans les pièces qui sont dans notre base, dans les 260 pièces. Alors c'est utile parce que quelquefois on se dit tiens, cet air n'était plus du tout à la mode ou le contraire. Puis quand on a une pièce qui n'a pas de date, c'est un des arguments pour essayer de la dater. Bref, à la sortie, si je reproduis un écran à droite, on passe à gauche le livre de 1724, à droite
entre guillemets, livre de 2024. C'est la même chose, sauf qu'à la place de R14, bien, on a une petite miniature du début de l'air. Pour moi, par exemple, je peux lire ça, donc je vois bien que ta 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 ta. Je peux commencer à le chanter, mais je peux appuyer sur I, information. Je peux l'entendre et je peux arriver à toutes les infos que je vous ai données avant. Et donc, avec ce premier projet, mon rêve, ben, évidemment, ce serait de l'élargir. On a des textes de parodie d'opéra, de la foire ou de la comédie italienne, mais j'aimerais bien qu'on ajoute toutes les pièces qui ont des vaudevilles, puisqu'on a, je ne dirais pas tous les vaudevilles, mais énormément de vaudevilles. On a, je vous ai dit, presque 2000 fichiers sons, etc. Donc on aimerait bien les insérer dedans. Ce serait bien pratique, il suffirait de faire des liens pour entendre. C'est des pièces qui sont manuscrites ou imprimées, et depuis 20 ans, mes étudiants de master, de doctorat, les enseignants avec un E, ben, travaillent à transcrire des pièces. Mais quel est le problème? C'est qu'on a tout fait, je dirais, n'importe comment, ou plutôt comme ça se présentait. Donc, au début, on saisissait en Word, quelqu'un nous a dit « Non, ça ne va pas du tout, il faut faire en LaTeX ». Donc, on a saisi en LaTeX, on a appris. Après, quelqu'un dit « Non, ça ne va pas du tout, il faut faire de la TEI, il n'y a que la TEI qui compte ». Donc, on a fait la TEI, mais on a fait la TEI de Paris, parce que j'avais une stagiaire de Paris. Puis après, on a rencontré des gens de Lorient, que je ne citerai pas, qui ont dit « Ah non, non, la TEI de Paris, c'est pas du tout bien, c'est la TEI de Lorient qui compte ». Non, non, c'est pas Christophe, évidemment. Donc, on était complètement effarés. On se disait, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? Puis, vous voyez, pour la musique, c'était moins grave. On avait choisi Lily Pond, personne nous a dit que c'était nul. Puis, récemment, quelqu'un a dit, non, faut tout mettre en PDF, ça va très bien, on pourra tout reprendre. Et c'est quand même angoissant de ne plus savoir ce qu'on voudrait faire. Donc, c'est un peu délicat pour la suite des opérations, puisque tous nos textes sont dans des structurations différentes. Et la suite du rêve, c'était de dire que si toutes nos pièces, à supposer que déjà, bon, ça va, les 260 de Théaville, elles sont en LaTeX, mais on en a 300 dans d'autres formats, mettons qu'elles soient toutes dans le même format. On voudrait que ça permettrait de l'interopérabilité interne dans nos sites à nous, enfin dans ce qu'on produit, mais on aimerait bien les relier aux autres bases qui ont du texte du XVIIIe siècle. Et avec Christophe, en 2017, on s'était vu dans un colloque. J'avais déjà dit cette formule, j'ai un rêve. Tu te rappelles, Christophe? C'était au restaurant, fin de repas. J'avais dit comme ça, j'ai un rêve, still I have a dream. Et Christophe a dit, il faut écouter, il faut écouter. Alors le rêve, c'était que toutes les bases se relient. Et il y avait Paul Fièvre. On a gribouillé des trucs sur la nappe du restaurant. Et dans la nuit, Paul a fabriqué le schéma que je vais vous montrer. Christophe a tout de suite créé une URL, mais ça n'est pas allé plus loin, mais vous voyez comme on était motivés. C'est toutes les bases de théâtre du XVIIIe siècle français. Vous vous rendez compte? C'est quand même un peu fou, chacun fait sa base dans son coin. J'avais fait des liens entre ce qui pourrait communiquer ensemble. Alors Nantes, c'est là-haut, bien sûr, on s'était bien placé. Bon, mais vous comprenez l'énorme problème que ça pose aujourd'hui. C'est que quand on vous dit que il faut développer ça, que c'est l'avenir, les humanités, mais bon, pourquoi on ne peut rien faire communiquer? Ben d'abord, parce que même un auteur ne va pas avoir le même identifiant dans la base César de théâtre, à la BNF, dans Wikipédia, etc. Donc ce ne sera pas la même personne, il n'y a rien qui permette de les rejoindre. Bon, il suffirait de changer, mais vous n'allez pas dire à la BNF, pouvez-vous changer vos identifiants et prendre ceux de Wikipédia, etc. etc. Bon. Ça, c'est un problème. Puis, ce qui est plus intéressant, que j'ai eu l'occasion d'expliquer il y a 1 an et 3 mois ici à l'invitation de Christophe, il y a un problème humain. Le problème humain, c'est que une université ou un groupe qui développe un projet, c'est son projet, c'est ses créateurs. Alors, par exemple, parlons de la Suisse, bah, il y a une base de théâtre de société développée en Suisse, et on s'aperçoit qu'il y a exactement la même en Californie. Ben, la Suisse n'a pas envie de donner ses données à la Californie, et dans l'autre sens, la même chose. Donc, c'est vraiment aussi un problème politique. Puis, il y a aussi l'amour-propre. Quand on s'entend bien, on dit on va tout mettre ensemble. Ah ben non, j'aime pas ta couleur rouge. Ah ben non, parce que toi, tu mets toujours le prénom avant le nom, etc. Donc, j'avais fait cette diapo un peu pour rigoler. Il y a 1 an, on a peur de la grosse moulinette où tout va être mis en même temps, on va plus rien reconnaître, tout sera mélangé et on perdra notre identité. Ce sont des problèmes politiques et humains. Puis un problème général qui a été évoqué ici beaucoup. Chaque développement dépend d'un projet différent.
On a parlé de projet ANR, régional, etc. Il y a des ou ERC, des informaticiens différents, des institutions différentes. En général, ça dure 3 ans en moyenne. Des fois, c'est 2, des fois 3, des fois 4, parfois 5. Puis après, c'est fini, débrouillez-vous. Et pour retrouver de l'argent, on nous dit qu'il faut inventer un nouveau projet. Donc on n'a pas le droit de continuer. Et personne ne veut financer l'interopérabilité aujourd'hui. Voilà les problèmes un peu graves. Donc j'ai évoqué les problèmes de tous ces choix que je liste. Bon, je continue. Le dernier dont on a évoqué ce matin l'existence, c'est le problème de la matérialité. C'est très beau de numériser ou de transcrire 252 manuscrits, mais l'émotion, l'odeur. J'ai pu acheter dans un site de vente de manuscrits une petite lettre qui a rapport au théâtre, où quelqu'un écrit à Louis Fuselier en racontant sa répétition. Bon, là vous voyez la lettre, c'est ma photo, c'est chez moi, je ne l'ai pas apportée, c'est fragile. Je retourne, qu'est-ce que je vois? L'adresse. Ah, monsieur Fuselier, rue des Fossés, Montmartre, auprès de monsieur Duthé, traiteur à Paris. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Le relief, la couleur, la matière. On a envie de toucher, de sentir, l'odeur, les taches, les plis. Vous avez bien vu les plis juste avant, dans ma diapo d'avant. Hein. Regardez, tous les plis. Tout ça, ça n'existe plus. Le trou. Alors, hier, pour vous, chez moi, j'ai photographié le trou, si je puis dire, sur ma vitre de mon jardin. Donc, voilà le trou qui est au milieu. Et regardez bien le filigrane du papier. Et photographier le filigrane, il faut vraiment qu'il y ait de la lumière derrière. Et ça n'existe pas, même dans ce que tu montrais sur les livres, Christophe, ce matin. On n'a jamais la photographie des filigranes, puisqu'il faut... Les papetiers avaient l'obligation de mettre leur filigrane. Ça peut aider à dater, à localiser, etc. Mais ça ne marche pas. Donc, vous voyez, toutes ces choses qui sont un défi. Et j'ai oublié, je remontre la cire. Avoir le cachet, le seau en cire, bon, ça aussi, c'est comment le conserver, comment le faire vivre. Alors, deuxième projet, récital, les registres de la comédie italienne. De quoi s'agit-il? Un siècle de registres comptables conservés à Paris sous les toits de la bibliothèque musée opéra et derrière cette grille que vous voyez à droite. Si on met à plat tout cela, on trace une grande règle et on voit qu'on a les registres de 1717. Ce théâtre a ouvert en 1716. Donc toutes les petites cases bleues, on les a. Il manque les cases bleues claires perdues depuis toujours. Et quelquefois, il y a des registres de vérification. Il y a des comptes mensuels, annuels ou quotidiens. Voilà un compte mensuel. Et ça va être le problème pour l'ossérisation qu'on évoquait. Ça nous raconte les dépenses. On a payé des messes, des feux. C'est une sorte un supplément. Des menses, c'est un pourboire, des domestiques, des perruquiers, la garde. Et que parfois, il y a des trouvailles incroyables. Ici, on a payé 4 enfants trouvés. Alors, combien ça coûte de payer 4 enfants trouvés? 6 livres. Mais pourquoi paye-t-on des enfants trouvés? Parce que sur la scène, dans cette pièce-là, alors on voit le titre des pièces, en haut, le jeu de l'amour et du hasard et Agnès de Chaillot. Dans Agnès de Chaillot, il y a 4 enfants. Parce que c'est la parodie de Inès de Castro où il y avait 2 enfants. Donc, dans la parodie, on double. Et on en met 4. Mais pourquoi on les paye? Pourquoi ils sont trouvés? Parce qu'on ne veut pas faire jouer des enfants de nobles sur le théâtre. Donc, on va chercher des enfants abandonnés. On les fait venir. Et ils ont une seule phrase à dire dans cette pièce. Ils disent quoi? Parce qu'ils doivent apparaître et on a condamné l'infante à mort, mais pour émouvoir celui qui l'a condamné, on dit, mais regardez, elle a fait des enfants. Il y en a 4 et ils arrivent et ils disent au père, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. C'est un alexandrin. Donc, ça coûte 6 livres d'avoir ça, de les faire venir et de leur faire dire ça. Bref, c'est juste pour vous intéresser au registre, savoir ce qu'on trouve dedans. Ici, on a payé un lion, une livre 10, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui 7 €. Est-ce qu'on peut acheter un lion pour 7 €? Et là, on parle de contextualisation. C'est en lisant la presse, en lisant des mémoires que j'ai trouvé que dans cette pièce sublime, Arlequin se battait contre un dindon, tandis que son maître emportait les portes de la ville. Donc celui qui s'appelle le lion dans les registres, c'est l'équivalent, plutôt il est traduit par un équivalent burlesque qui était un dindon et on en tuait un tous les soirs et on rachetait un dindon pour le lendemain. Vous voyez tout ce qu'on apprend? Il faudra le dire à la SPA. Alors ce corpus, il est énorme.
Non, mais c'est horrible, c'était une mini corrida. Il courait après sur la scène pour trucider son dindon tous les soirs. Et après, il devait le manger, mais il faut le laisser faisander. Alors, le corpus, vous voyez, c'est 26 000 pages, c'est très varié. Et là, mon rêve, puisque je parle de mes rêves, c'est de terminer la saisie des 20% qui restent avec le projet que je vais préciser, et puis d'ouvrir une interface de consultation des données. Alors, quelle est la construction que nous avons réalisée? On s'est dit comment on va faire pour transcrire 20 000 pages. Il y avait deux solutions. Il y avait mais je vous parle de 2010 par là, 2011. Ou bien on trouvait des gens, on allait payer des gens qui pendant des années allaient transcrire les pages. Impossible. Impossible de trouver l'argent, puis de trouver des gens qui veuillent faire ça. Ou bien, donc deuxième solution, on demandait si l'océrisation ça marchait, est-ce qu'on pouvait océriser ces pages. Ou bien, on attaquait un nouveau genre de projet, le crowdsourcing, la plateforme collaborative, et tout le monde pouvait participer, et c'est ce qu'on a fait. 3600 contributeurs anonymes ont réussi à transcrire 27 000 pages, tout le monde peut le faire, vous et moi. Si vous vous trompez, c'est pas grave, on ne garde ce que vous avez fait que si c'est 2 fois pareil. Alors ça ressemble à ça, la plateforme Récital, et vous devez soit marquer les catégories, vous tracez des rectangles, et vous devez dire, ça c'est le titre, ça c'est la date, ça c'est les dépenses. C'est ça le marquage. Ou bien vous choisissez de transcrire, on vous montre quelque chose dans un carré et vous devez taper dessous comme la façon dont vous le lisez. Et on a énormément avancé comme ça. La troisième tâche, c'était vérifier. On vous dit, regardez ça, et voilà ce que les autres ont mis, lequel vous préférez. Alors, bien sûr, on peut se tromper, mais ce n'est pas grave parce que, comme je vous le dis, il y a un système d'auto-vérification, puis après, il y a le spécialiste, si on peut dire, l'expert, comme disent les informaticiens, qui vient et qui regarde. Comment on a fait pour qu'il y ait 3600 personnes et que ça avance? On a impliqué des étudiants, donc les historiens, on vous recontactera, mais tout le monde, les métiers du livre, tout ça. Quelquefois, on leur disait d'en faire 1 heure, mais ça faisait bien avancer les choses. On a recherché des contributeurs intéressés, on est allé à toutes les choses, un peu de sciences ouvertes, participer aux fêtes de la science, à la nuit des chercheurs, on a créé un forum, une newsletter, et bref, c'est ça qui est humain dans les humanités, ça n'est pas de la production machinale. Et quand on suit un peu comment ça se remplissait, eh bien, on voit que lors de colloques ou de journées d'études, ça monte beaucoup. Puis évidemment, lors du confinement, alors là, c'était un rêve, hein, vivement le prochain. Là, il y a beaucoup de gens qui s'occupaient à ça. Donc, ça faisait exploser les participations. Et derrière, tout ça va vers ce qu'on appelle un dashboard qui recueille toutes les données. Et pour l'instant, on n'a pas encore une interface de consultation. On réfléchit parce qu'une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de se précipiter trop vite sans savoir qui va chercher quoi, comment. Donc, on préfère bien penser aux interfaces, vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut quand même déjà, et c'est ouvert à tout le monde, si vous faites une thèse sur les affiches, c'était le cas d'un chercheur, on peut demander affiches et il va nous envoyer directement vers les pages où on parle du prix des affiches ou des afficheurs, où on peut demander souffleur. Bon, la plateforme utilisée, c'était issu du projet Zooniverse et les informaticiens ont adapté. Mais alors justement, j'ai évoqué que je m'étais dit on pourrait faire ça, ou alors on pourrait voir avec la reconnaissance optique de caractère. Sauf que là, tout de suite, l'équipe de Nantes m'a dit non, ça n'est pas possible. Par contre, bon, on pourrait voir avec l'apprentissage neuronal, le deep learning, avec l'intelligence artificielle. Et avec l'argent que j'avais obtenu, l'équipe spécialisée là-dedans a fait faire une thèse à Adeline Granet qui s'appelle « Extraction d'informations dans des documents manuscrits anciens ». Thèse soutenue. Et tout de suite, ce qu'elle a vu, c'est que vous voyez, ce sont des... Je montre quelques pages. C'est jamais la même chose. Il y a plein de scripteurs différents. Il y a au moins 7 écritures différentes. Et puis, je ne sais pas comment le dire élégamment, mais souvent... les choses se rentrent dedans, c'est pas du tout possible d'identifier tous ces traits. Et encore, là, c'est assez propre. Donc, ces données irrégulières sont très difficiles. Alors là, je n'y comprends rien, c'est pour vous impressionner. Dans la thèse d'Adeline, voilà comment elle a fait travailler. Mais vous voyez le schéma. Et à la fin, c'était quoi le résultat? J'avais évoqué ça récemment. Adeline a dit au bout de 3 ans, moi, j'ai réussi à lui apprendre à lire les titres des pièces. Alors, regardez bien cette diapo. Les titres. Elle s'est entraînée sur quoi? Bon, je vous montrerai après. Elle a fait ça. Là, il y a des blocs, là, il y a des lignes, là, il y a ceci.
Et voilà les titres. Regardez le deuxième, par exemple. Harlequin, toujours Harlequin. Mais je lui ai dit, mais c'était pas la peine. Moi, je sais très bien lire les titres. Et en plus, on a la liste de tous les titres. Donc, ça sert à rien. Et là, vous voyez le heurt, l'incompréhension entre ceux qui veulent l'information érudite du contenu et ceux qui veulent juste apprendre à la machine à faire mieux. Donc, c'était assez drôle parce qu'en fait, les titres, on les avait déjà tous, les titres. On les connaît. Mais c'est intéressant. Elle s'est entraînée sur... je ne vais pas entrer dans les détails... sur des corpus comme des registres de mariage espagnol, sur des choses qui existaient, sur les lettres de George Washington. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je voudrais bien qu'on voit ensuite avec Michael, mais le problème, si on se dit pourquoi on ne va pas maintenant pouvoir transcrire les 20% restants vu qu'il y en a 80%, c'est que ce n'est pas du tout nettoyé, que les gens ont tapé n'importe quoi par moment, et surtout qu'on n'a jamais dit il faut conserver ce que vous voyez, ou il faut le moderniser, si bien que dans la partie italienne, Mercordi, ça donne ça, ça ou ça. Ça, c'est un vrai problème. Troisième et dernier projet, le projet VSpace. J'ai encore 3 minutes. Le projet VSpace, c'était un projet de réalité virtuelle. Je me suis dit, ce serait bien de pouvoir rentrer dans ces théâtres, comme ça ferait tomber les idées fausses. On arrêterait de dire que c'est en plein air, puisqu'on verrait bien qu'on est dedans. Donc, l'idée, attention, hein, j'ai dit que je parlais des rêves, alors regardez bien, il y a une petite miniature qui est conservée aux États-Unis, une petite boîte de 3 cm sur 6. Ça s'appelle une tabatière, c'est grand comme ça. On l'a refaite en imprimante 3D. Ben, le rêve, c'est de rentrer dans le théâtre qui est représenté là-dessus. Vous voyez le défi? C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est ça. Ce qui est là-dessus, c'est ce que vous voyez là, un théâtre de marionnettes. Et reconstruire un espace virtuel en n'ayant que ça comme source, c'est une gageure incroyable. Alors, on a eu un super architecte de réalité virtuelle, il nous dit voilà, ce que vous avez sur sa petite boîte, c'est comme ça. Mais c'est faux, c'est pas assez haut, il y a trop de place perdue, donc on avance, et à la fin, ça donne ça, lumière, matériaux, et on peut aller derrière, on peut monter, ça bouge, on peut monter dans le théâtre, et on a même dit, il faudrait qu'il y ait une animation, donc on a filmé un marionnettiste pour arriver à faire un spectacle qu'on peut entièrement voir. On croit que c'est vrai, mais ce sont que des images virtuelles projetées. Ça, c'est VSpace. Et on a aussi dans ce projet des théâtres qui n'ont jamais été construits. Vous voyez ce théâtre-là, c'est incroyable, on a plein de données. Et Paul François l'a modélisé au point d'en faire ce théâtre-là que vous voyez. On peut se balader dedans et ça pose plein de questions de recherche. Bien sûr, ça manque de personnes, donc on n'a pas assez d'argent, mais on a au moins un avatar qui se balade dedans, qu'on a appelé Victorine. Là, je montre un autre théâtre jamais construit à Nantes. On le voit ici sur le plan, il n'a pas été construit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de... C'est trop drôle, il n'y avait pas de place pour garer les carrosses. Donc, problème de parking. Et il a été construit à Graslin. Mais on aimerait bien le virtualiser, le faire en réalité virtuelle. Et on n'a pas assez de données. Donc, en vous écoutant, et même avant de vous écouter, on s'était dit, peut-être qu'on peut demander à l'IA d'imaginer le contenu. C'est ma conclusion. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance en l'IA? Mardi, il y avait une journée du numérique à Nantes et une collègue médiéviste a montré la reconstitution de l'intérieur d'une chapelle de Nantes qui n'existe plus. Et reconstitution qui donne ça. C'est pas mal. On se dit le couvent des Cordeliers, on voit un peu l'ambiance. On sait juste que le principal mécène voulait qu'il y ait son écusson partout. Donc l'IA a bien compris. Mais regardez une des images que l'IA a produites. C'est tellement drôle. Ça ressemble bien si vous vous concentrez sur le milieu. Mais regardez sur les côtés. Elle nous a mis 2 petits chevaliers en casque comme des Playmobil. Vous les voyez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clichés, les stéréotypes, ils sont à foison là-dedans. C'est très difficile de les sortir. Et est-ce qu'on peut avoir confiance en l'IA? Alors bien sûr, ça va progresser, mais gare à l'incompétence linguistique. Parce que par exemple, quand on dit à l'IA qu'il y a un texte qui dit qu'on a retrouvé une vachette dans une baignoire, ben là, c'est une fausse IA. C'est un étudiant qui m'a fait ça dans un jeu de plateau, enfin un jeu wiki qu'il avait développé. Ça donne ça. Mais l'IA ne sait pas qu'une vachette, ça veut dire un recueil en cuir de vache, un petit livre relié, vous voyez, en cuir de vache, et qu'une baignoire, c'est une loge dans un théâtre, un peu fermé. Et donc, je termine là-dessus, sur méfiance, méfiance, mais espoir, espoir. Merci de m'avoir écouté.